Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Pour cette nouvelle saison, je vous laisse partir à la rencontre de Priscilla, thérapeute multifacette, spécialisée en accompagnement des neuroatypies, mais pas que. Vous allez découvrir l'impact de notre environnement sur nos 7 sens principaux, et surtout comment retrouver facilement de l'harmonie dans nos quotidiens, que vous soyez neuroatypique ou non. C'est par de petits ajustements, tels qu'un changement de brosse à dents, que nos vies peuvent s'améliorer. Je ne tease pas plus, je vous souhaite une belle écoute. Et si ce podcast vous parle, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, alors n'hésitez pas à le partager. À bientôt. Bonjour Priscilla, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites, soit de façon classique, soit sous forme de portrait chinois, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Marie-Astrid. Alors pour me présenter déjà, premièrement je dirais Priscilla parce que c'est mon prénom et que j'aime beaucoup, c'est symbolique. Je me présenterai d'une manière atypique parce que je suis quelqu'un d'atypique. Donc si j'étais une émotion, je serais la force, le courage, qui est aussi un adjectif, mais c'est aussi des émotions, se sentir fort, se sentir courageux et déterminé. Je suis quelqu'un qui a multifacettes et sur la même casquette et qui passe de facette à facette ou qui utilise plusieurs facettes en même temps pour accompagner les gens aujourd'hui. Je te remercie. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, dans les choses que je propose, donc je suis experte en neurodivergence, qui est la façon que fonctionnent les personnes neuroatypiques. Okay. La neuroatypie, c'est l'autisme, donc le TSA, c'est les TDAH, c'est les personnes avec des hauts potentiels divers, parce qu'il y en a plusieurs différents. C'est aussi les personnes qui ont des 10, c'est les personnes qui ont aussi Gilles de la Tourette, qui ont toutes sortes d'hypersensibilités diverses et variées. Donc je suis vraiment experte dans ce domaine parce que j'ai un long parcours de 18 ans auprès de personnes avec des neuroatypies et je me suis beaucoup formée et j'y mets beaucoup d'intuition dans mon accompagnement qui a toujours été juste à chaque fois dans ce que je pouvais ressentir. Donc j'accompagne les gens à comprendre comment ils fonctionnent et comment ils peuvent aménager leur vie, leur espace de vie, de pensée, de comportement et de sensorialité pour justement mieux vivre cette neuroatypie. Je fais aussi des soins énergétiques avec différentes possibles. Je travaille aussi sur le transgénérationnel avec des petits jouets. Qu'on appelle les Playmobil. Voilà. Mais voilà, je travaille sur plein d'aspects du soin énergétique, que ce soit à distance ou en présentiel. Je fais aussi de la musicalité vibratoire. Donc, je ne suis pas musicothérapeute ou sonothérapeute, mais vraiment de la musicalité vibratoire où j'amène les gens à méditer par la musique, à se reconnecter à leur corps, à leurs émotions, à leurs sensations par les différents instruments de musique que je peux avoir. Et j'organise des formations, des ateliers sur des thèmes, alors beaucoup par rapport aux éducateurs, parce que ça a été mon métier pendant ces 18 dernières années, mais aussi sur la sensorialité que je peux aimer profondément, parce que trop peu sollicité et trop négligé du coup.
Donc voilà, je fais des formations diverses et variées. J'accompagne aussi les personnes sur toutes les libérations de mémoire de naissance, donc par un massage qui s'appelle le massage métamorphique, qui est de la réflexologie plantaire, palmaire et crânienne. Mais je fais aussi des bains d'enveloppement, donc on voit beaucoup les bains bébés à la maternité. Moi, j'ai été formée pour le faire sur des grands, donc enfants, ados, adultes, dans des plus grands espaces d'eau, on est bien d'accord. Qu'il en faudrait un petit peu plus. Mais, et je peux le faire aussi sans l'eau, ce n'est pas un problème. Donc voilà, en gros, une grande partie des facettes que j'ai sur ma casquette. Non, je te remercie, c'est très très intéressant. Et tu disais, donc ça fait 18 ans que tu fais ça. Comment as-tu fait le lien entre l'impact, l'influence des cinq sens et les neurodivergences et les neuroatypies? Alors, je vais juste reprendre, on en a 7 sens Oui, pardon. liés, voilà, liés dans la proximité physique, parce qu'il y a beaucoup plus de sens que ça, mais on a 7 sens physiques. Et les liens dans la neurodivergence, c'est vraiment pouvoir apaiser, ça permet en fait d'apaiser tout ce qui est angoisse, de pouvoir mieux se préparer à des événements importants où il pourrait y avoir du monde, parce que le seul endroit où il n'y a pas de sensation n'existe pas. Même si on est dans une pièce toute blanche, sans son, sans lumière, enfin sans rien, toute blanche ou dans le noir complet, on aurait quand même les sensations internes qui s'appellent l'intraception. Donc c'est ressentir tout ce qui est dedans, parce que le corps a toujours un bruit, a toujours un sens, une sensation. Et en fait, la sensorialité liée aux neurodivergences, c'est que vraiment, c'est un très gros point sur l'effet produit d'avoir cette neuroatypie, en fait, parce que avoir la neuroatypie simple n'emmène pas de problème. Voilà, ça n'a aucun souci d'avoir un autisme, un TDAH ou des hauts potentiels, ça n'a aucun incident sur la vie. Mais en fait, on n'est pas tout seul sur Terre, on côtoie des gens, parce que nous sommes des êtres sociaux. Et du coup, on côtoie des gens, on côtoie des environnements, la température, les couleurs, les lumières, la luminosité extérieure, intérieure, les meubles, tout ça, c'est des informations que le corps capte. Chez tout le monde, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir non plus une neuroatypie pour capter ça. Tout le monde, il y a un meuble dans la pièce, on ne va pas foncer normalement dedans, normalement. Mais parfois, quand on a un sens qui est très très altéré, ou les sens très altérés, le meuble, on peut ne pas le voir et ne pas le sentir. Et effectivement, là, on est sur des situations importantes. Mais en tout cas, tout ça, c'est des informations que le corps y capte, que la tête doit traiter, et les émotions doivent arriver à se calibrer là-dedans pour justement savoir si ce meuble, il est utile, il sert à quelque chose, à quoi il sert, comment il sert, est-ce qu'il a une mémoire liée à nous dans notre vie, est-ce que potentiellement, si on se tape dedans, il fait mal. Enfin voilà, tout ce que ça peut amener s'il est très bas, s'il est à mi-hauteur, hauteur fenêtre, ou il prend toute la pièce, tout ça, ça a des impacts différents sur le corps. D'accord. Et du coup, tout ça génère toute problématique que ça peut avoir, comme beaucoup l'angoisse, l'anxiété, mais aussi des douleurs physiques. Une couleur peut amener vraiment des vraies douleurs physiques, mais même viscérales. Pas forcément avoir mal aux yeux de regarder quelque chose. Ça peut être vraiment viscéral parce que ça prend trop de place, donc c'est oppressant. Et qui fait que comme c'est oppressant, le corps réagit à cette oppression et du coup amène des vraies douleurs. C'est vraiment des vraies douleurs qui ne sont pas calibrables au niveau somatique. C'est pas un antidouleur qui va calmer la chose, mais par contre, il y a des choses pour améliorer et que ce soit pas non plus qu'on puisse vivre n'importe où, avec n'importe qui, dans n'importe quel environnement, le mieux possible pour soi, parce que c'est important de prendre soin de soi. Et je suis assez d'accord, il y a plein de choses qui me sont venues en tête pendant que tu me racontais ça. Est-ce que toi, il y a eu une genèse à tout ça, à cette recherche sensorielle, d'un point de vue personnel? J'entends, par exemple, pour ma part, j'ai eu un dysfonctionnement auditif, ce qui a fait que je me suis intéressée plus précisément à l'impact des 5 ou 7 sens. Moi, j'en étais arrêtée à 5. Enfin, aujourd'hui, c'est communément 5 dans le langage officiel, enfin pas officiel, mais commun, pardon. Est-ce que toi, tu as eu un impact ou quelque chose, un événement ou personnel qui a fait que tu t'es dit,
Waouh! Ou alors c'est juste de ta posture d'accompagnante, etc., qui fait que tu t'es rendu compte de ce point commun. Je dirais, c'est un cumul de tout ça. Ok. Il y a 18 ans, je suis tombée dans la marmite d'accompagner des enfants autistes par pur hasard, mais alors, purement. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ce public. Alors moi, c'était des enfants avec une déficience profonde, très archaïque. Et j'ai découvert ce public que je ne connaissais pas du tout. Et vraiment un vrai coup de foudre. Donc petit à petit dans mon parcours, d'apprendre à connaître l'humain et pas la pathologie propre, parce que moi ça a toujours été important de l'humain, j'ai toujours aimé ça. Et au fur et à mesure de ce parcours, j'ai été formée professionnellement, ce qui est tout à fait normal. Hein. J'accompagnais des personnes avec des particularités, donc c'est bien d'être formée. Donc beaucoup de formations et dans ces formations, sur l'établissement où je travaillais, il y avait un pédopsychiatre, quelqu'un d'extraordinaire qui m'utilisait comme exemple quand il nous formait sur l'autisme, quand il nous formait sur diverses choses. Quand il parlait de sensorialité ou quand il parlait d'autisme, je faisais partie des personnes qui l'utilisaient comme référence. J'ai eu un long moment de déni, ça a été très très long. Et après, il m'a dit, en fait, tu as toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est autiste. Bon, très bien, mais ça passe. Je laisse glisser, ce que déni complet. Et puis, c'était une période de ma vie où j'avais ce besoin de comparaison. Et comme je travaille avec des enfants très déficients, la comparaison n'est pas, c'est pas évident de se comparer à quelqu'un. Donc vraiment, le déni s'est présenté. Et au fur et à mesure des années, j'ai travaillé dans d'autres endroits. Et à chaque fois, on me ramenait à ce diagnostic, si je puis dire. Puis se rajoutaient d'autres types de diagnostics, dont certains que je mets toujours un petit peu dans l'espace du déni, hein, et je suis OK de ça, mais le TDAH s'est aussi présenté quand j'ai pu comprendre ça, parce qu'on m'a expliqué que c'était pas juste courir partout dans tous les sens. Quand j'ai pu être formée à ça, j'ai compris qu'il y avait différentes formes de TDAH. Elle peut être physique, mais elle peut être aussi mentale, elle peut être émotionnelle, elle peut être psychique, spirituelle. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs formes d'hyperactivité. Il n'y a pas que la motrice qui existe. Et juste balloter les jambes ou clapoter les doigts tout le temps, c'est de l'hyperactivité physique. D'accord. Donc déjà, voilà, ça rentre aussi dans l'hyperactivité physique. Et en fait, dans tout ce parcours, comme j'étais hyper passionnée par ce public, donc avec des envies d'apprendre en continu, comment mieux apprendre que d'être avec eux. Donc vraiment, ils m'ont permis de comprendre beaucoup de choses aussi sur les causes à effet sensoriels et perceptives du coup, et de moi voir en fait quand j'étais immergée, d'analyse, en fait de prendre l'extérieur à moi, de regarder comment moi je réagissais quand j'étais immergée avec du monde ou pas de gens, suivant la couleur du mobilier dans les lieux, suivant le bruit, suivant les lumières. Je voyais en fait que ça avait énormément d'impact sur mes émotions, sur ma fatigue, sur même mon système douloureux qui pouvait être actif ou se verrouiller. Et en fait, de tout ça, j'ai fait un petit peu un melting pot parce que j'ai fait énormément de formations et je me suis utilisée aussi comme support dans mes formations. Et en fait, tout ça m'a permis de faire des liens, de voir quand il y a déficience, pas déficience. En fait, c'est les mêmes réactions, c'est juste que c'est plus ou moins exprimé. Voir aussi quand c'est un homme, une femme. Et là, je suis pas en mode féministe, pas Bien du tout. sûr. C'est vraiment chimiquement dans le cerveau, il y a des choses qui sont différentes si on a un homme ou une femme. Et c'est purement physique et physiologique. Et en fait, de voir ces différences, de voir quand le diagnostic est fait sur le tard aussi, toute la rééducation qu'il y a à faire, que quand c'est fait quand c'est enfant. Mais c'était pas une époque où moi j'ai bénéficié de cette démarche de diagnostic enfant. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas moi ce besoin, et c'est vraiment ça n'engage que moi ce besoin d'aller faire des démarches auprès d'un psychiatre pour le diagnostic. Mais parce que j'ai été très bien accompagnée toutes ces années dans la compréhension de tout ça et que je sais aussi comment je fonctionne. Donc maintenant, j'ai juste besoin de rééquilibrer en moi au moment où ça se présente un déséquilibrage. Oui, justement, c'était aussi une de mes questions. Est-ce que tu as conscience au quotidien des compensations que tu fais ou de l'influence
de certaines matières, de certaines couleurs. On parle beaucoup de marketing sensoriel aujourd'hui, de l'influence du bruit, d'une odeur, etc., notamment dans les espaces de travail. Et je ne parle pas des espaces de consommation, etc., bien sûr, qui sont très impactants et impactés. Est-ce que toi, ça résonne en toi, toute cette mouvance marketing sensoriel, ça a du sens ou c'est une mode, etc. Ou alors il y a eu peut-être, alors j'allais dire peut-être grâce à la crise que nous avons traversée en 2020, aussi une ouverture d'esprit sur le bien-être au travail notamment. Quel est ton avis là-dessus, sur cette nouvelle mouvance, j'allais dire Alors, il y a effectivement, comme tu dis, on en parle beaucoup, il y a tout et son contraire. Clairement, il y a beaucoup d'idées reçues aussi de l'effet de mode. Je peux assurer que quand on a des particularités sensorielles, c'est pas la mode qui nous intéresse. C'est les sensations, c'est les perceptions et c'est d'aller bien. Moi, je trouve que la démarche est très bien, mais comme beaucoup de choses, l'humain visite souvent les extrêmes. Donc on est dans quelque chose un peu péjoratif, mais que ce soit, on va dire, agréable ou désagréable. Ça peut être autant stigmatisant que pas du tout, parce qu'effectivement, il y a des besoins, mais on stigmatise à ces handicaps, que ce soit l'autisme majoritairement, parce qu'il y a des plans autisme qui existent depuis pas mal d'années où vraiment on axe toutes les recherches médicales au maximum dessus, les recherches environnementales, parce qu'il n'y a pas de raison et de cause propre à avoir cette particularité. Donc c'est très bien. En fait, tout espace où il y a un être humain, l'hyperstimulation existe. Donc il y en a partout, mais même chez soi. Moi, je sais que le matin, quand je me réveille, c'est en conscience que je choisis mes vêtements, parce que la texture du vêtement, la quantité d'épaisseur, si on met un débardeur et un t-shirt, par exemple, ou un t-shirt et un sweat, c'est deux textures différentes, c'est deux matières différentes, deux couleurs différentes. Et la couleur, on pourrait dire, c'est visuel. Non, la couleur, elle est visuelle, mais elle est aussi tactile. Elle peut être liée à des odeurs. Elle peut être liée à la façon de bouger aussi, une couleur, rien qu'une simple couleur. Ok. Vraiment avoir un impact là-dessus. Elle peut même être gustative. On a des couleurs qui nous dynamisent. On se sent rayonnant bizarrement quand on met tel vêtement. Parce que ce vêtement est vraiment bon pour nous au moment où on le met, parce que ce pull qui est très joli, qui est très coloré, qui est très doux, parce qu'on a besoin de ça, va être très agréable, mais peut-être que 2 jours après, pas du tout. Ok. Même s'il a été lavé entre-temps, même si, si on retire tous ces particularités-là, juste si on prend le vêtement avec la texture qui est utilisée, on peut réagir différemment. Parce que rentre dedans ce qu'on a mangé, parce que le corps fonctionne toujours, et du coup, ce qu'on a mangé la veille, donc c'est 24 heures après, notre corps réagit à ça. Ce qu'on a bu, comment on a dormi, ce qui s'est passé pendant la nuit, si on a eu des rêves, des cauchemars, si on a des douleurs physiques, tout ça impacte le choix des vêtements. Ah ouais, ok. Et voilà. Donc, et encore, il y en a encore plein d'autres, mais je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis très passionnée. Mais en tout cas, moi, le matin, quand je me lève, c'est vraiment à chaque fois en conscience que je choisis chaque sous-vêtement, que je choisis chaque vêtement. Donc, ça peut être des vêtements que je mette le matin, mais le lendemain, je changerai complètement toute ma tenue, alors que, par exemple, un pantalon, on peut le mettre 2-3 jours, c'est pas gênant. Voilà, que moi, si, en fait, ça peut être gênant. Okay. J'ai des vêtements que je peux mettre une fois qu'ils sont propres, parce que si je les remets, forcément leur forme et leur densité changent, donc je ne peux pas les remettre parce que physiquement mon corps ne l'accepte pas. Et c'est vraiment au jour le jour. Moi, je choisis mes vêtements au jour le jour. Mes produits de douche, je suis vraiment sur une journée classico-classique, hein, mes produits de douche sont réfléchis en conscience sur si je prends telle odeur ou pas telle odeur. Parce que ça puis telle texture, si c'est un savon pavé, si c'est un gel douche, si c'est une crème de douche. C'est vraiment différent aussi sur la peau, sur le crâne, pour le shampoing, si c'est un shampoing solide, si c'est plus liquide, si c'est un après-shampoing qui est très épais. Tout ça, ça a des impacts. Donc les odeurs de ces savons ont forcément un impact. Le visuel, la couleur, hein, c'est tout bête, hein, mais moi personnellement, un gel douche marron, c'est pas le premier qui va m'attirer. Moi non plus. On est bien d'accord. Mais le gel douche paillettes, ça peut être chouette. Mais en fait, les paillettes, alors ça peut être super si vraiment elles s'enlèvent sur le corps. Et si elles restent sur le corps, c'est des perturbateurs sensoriels. En fait, c'est des petits trucs, c'est très joli, c'est très mignon. Pour les enfants, il y a plein de gammes avec des bonbons, barbe à papa. Ça peut être très bon, très mignon.
Mais si l'enfant a... si on prend un gel douche sucré pour un enfant qui vit complètement dans son épanouissance d'enfance, ça va que nourrir cette épanouissance d'enfance. Donc c'est super, si on est vraiment juste sur l'olfactif. Hein. Ça va vraiment nourrir son espace d'enfance. Si c'est un enfant qui, émotionnellement, c'est difficile l'école, donc il y a des choses qui sont un peu compliquées, ou il s'est fâché avec la grande sœur ou la petite sœur, ou il s'est fait réprimander par papa, maman, le gel douche, Barba Papa par exemple, qui l'a mis en réjouissance 2 jours avant, là, peut que activer la colère. Parce que du coup, comme c'est un gel douche très sucré, parce que clairement, Barba Papa, Dragibus, Caramel, et j'en passais des meilleurs, qui moi je trouve ça aberrant, mais ça C'est un n'engage autre que moi. sujet. Voilà. Mais en tout cas, cette odeur qui amène cette légèreté et réjouissance d'enfance, quand on a été fâché, frustré, parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un, mais quand on est enfant, on est bien d'accord qu'on se fâche pour des choses très souvent très absurdes avec son environnement. Mais à l'espace d'enfant, c'est pas absurde, c'est énorme. Et en fait, ça ne pourra pas avoir l'effet réjouissance d'enfance si on est agacé. Donc ça peut que activer la colère. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, il a remonté parce que ça répond pas aux besoins. En fait, là, c'est un enfant qui aurait plus besoin de quelque chose de très doux, de vraiment qui est doux, qui est enveloppant, donc des fruits sucrés, par exemple. La cerise, qui est un fruit sucré, c'est un fruit souvent, c'est rare quand même que les gens n'aiment pas la cerise, puisque c'est un mets qui est très rare. Donc les aliments rares, les gens souvent aiment ça. C'est sucré, c'est doux. Ça ramène à quelque chose de doux. Ça peut être lié au clafoutis, s'il y en a qui mangent ce que comme ça. Bon, certains peut-être à l'alcool, mais chez les enfants, généralement non. J'espère. Voilà, on espère pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est de se dire, voilà, là, en fait, il a besoin de ça. Chez les enfants, c'est vraiment important et intéressant, soit d'être sur des gels douches à odeur douce, vraiment très, très doux. Le petit nuage, mais pas le nuage de Barba Papa, mais vraiment le vrai nuage au niveau du palais, si c'est quelque chose d'alimentaire. Mais sinon, de passer sur des odeurs très neutres, en fait, pour justement qu'ils... Parce que, les enfants, tout être humain d'ailleurs, pas juste les enfants, là, c'est que je prenais l'exemple de l'enfant, mais le matin, on part avec un capital sensoriel. Il y a toute une histoire qui a été expliquée par je ne sais plus qui, je ne pourrais pas dire le nom, mais en gros, le matin, on part avec une quantité de haricots secs dans la poche. Alors, c'est une histoire qui est beaucoup racontée pour les personnes autistes, mais c'est valable pour tout le monde. On part avec une quantité, et dedans, il y a un haricot. Le matin, on s'est levé et en fait, on a un peu mal au dos. Hop, on dépose un haricot. Mais cette quantité doit nous faire notre journée. On met un pull qui gratte. Ça vaut peut-être 2 haricots, parce que le pull, en fait, on peut garder toute la journée, donc 2-3 haricots. Mais si on en a 10, on en a déjà perdu 4. Ouais. On s'est juste levé et enfilé un pull. Et en fait, tout ça, c'est comment arriver à calibrer notre capital sensoriel. Mais quand on est enfant, on ne peut pas calibrer. D'où les crises de colère, d'où des fois les besoins d'être très repliés et pas du tout cajolés quand ça ne va pas, parce que c'est hyper important de respecter ce besoin, et les enfants connaissent leurs besoins, ne peuvent pas forcément les exprimer, mais connaissent leurs besoins, vont aller naturellement vers quelque chose. D'accord. Mais alors, du coup, une question se pose. Combien as-tu de gel douche dans ta salle de bain? Eh ben moi, j'en ai qu'un. Du coup, qui est harmonieux, doux, nuage. Eh ben, moi, par rapport à mes particularités sensitives, moi, j'ai besoin... Alors, j'ai pas besoin du nuage, j'ai besoin de doux dans la notion de une main posée sur le bras. Pas une main qui bouge sur le bras, mais une main posée sur le bras. Donc, moi, il est au karité. Okay. J'ai une peau sèche. Déjà, naturellement, j'ai une peau sèche. Donc, je vais sur des gammes qui hydratent. Mais il est au karité, parce que le karité, c'est vraiment un mets, un aliment qui est une main posée sur le bras. Dans la culture aussi du karité, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour envelopper, parce que c'est de l'huile, hein, souvent c'est de l'huile, et l'huile, c'est une couche fine qui apparaît sur le tactile. Et moi, en fait, il est au karité pur, il n'y a pas d'autre odeur, et il est très très peu odorant, parce que moi, dans les magasins, j'ouvre tous les flacons. J'ai besoin de sentir s'ils sont forts ou pas. Donc, il est très très peu odorant, mais en tout cas, c'est surtout la sensation tactile. Moi, c'est un gel douche, liquide, on va dire, karité, simple, avec très très peu d'odeur, pour justement m'amener
répondre à ce besoin de m'imposer sur le corps, on souffle, ça va bien se passer. Oui, mais en fait, il faudrait que tu transmettes tout ça et aux nouveaux parents, mais encore que ça change d'un jour à l'autre, comme tu nous l'as dit, en entreprise, parce que c'est pareil, moi j'avais vachement travaillé sur l'influence justement dans l'espace de travail, des couleurs, des odeurs, des bruits. Des fois, tu arrives dans un bureau, ça sent pas très bon. En fait, tu vas être vraiment incommodé et ça va altérer à ton humeur, à ta capacité de concentration, à ta motivation bien évidemment. Et c'est très très compliqué. Ou alors tu vas en réunion, ça se passe bien, la réunion se passe bien, enfin comme elle doit se passer. Hein, de toute façon, on se calibre avant. Et là, tu as des travaux dans la rue ou un camion de pompiers. Oui, ou juste une roulette à ta chaise qui est coincée. Oui, tout à fait. Ça peut te perturber toute ta réunion. Ouais. Ou la personne qui est en face de toi sur son bureau sur cette grande table de réunion ou à son bureau, qui a 36 000 objets, qui a 4, 5, 6 crayons, qui a 2 bouteilles différentes, qui a un thé et un café. Non mais quelle idée. Moi je dirais quelle idée parce que moi je trouve que c'est trop... Mais en fait tout ça ramène de la stimulation. Oui, tout à fait. Et on perçoit chaque stimulation vraiment différemment et propre à chacun. Donc oui, je suis d'accord avec toi de former les gens, de partager tout ça. Je tends vraiment à ça. Qui a-t-elle J'essaye par l'intermédiaire des réseaux sociaux aussi de partager déjà comment ça se passe, la sensorialité, en n'étant pas non plus, parce que je pourrais en faire des posts sur des heures et encore je dirais pas tout, mais en tout cas pour essayer que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est les sens, comment ça fonctionne, mais surtout comment on capte les infos, parce qu'on a rien que... Donc, tout à l'heure, je parlais de 7 sens liés au corps, donc au niveau corporel sont liés à des organes ou à des zones précises du corps, mais on a, par rapport à ce corps-là, une vingtaine de canaux perceptifs. Donc c'est 20 façons de minimum, c'est pareil, ça reste un minimum, parce qu'il y en a beaucoup plus des canaux perceptifs, mais en tout cas, physiquement, on a 20 façons de percevoir une information. Ah la vache. Voilà, donc tout ça multiplié par 7, parce qu'on a 7 sens. Ouais. Et tout ça par rapport à chaque humain sur Terre. Non, finalement, heureusement qu'on se pose pas trop de questions. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que déjà on est fatigué par des quotidiens qui ne nous conviennent pas forcément, un rythme qui nous est imposé souvent. Je dis pas toujours parce que on peut avoir aussi le courage de changer des choses, mais on est aussi dans un fonctionnement qui tend à sa perte, mais bon, c'est un autre sujet aussi. Mais heureusement que parfois on ne sait pas tout non plus dans cette extrasensorialité. Parce que ça mettrait une sorte de pression supplémentaire, une sorte de charge mentale supplémentaire aussi, surtout au début quand on l'apprivoise. Je sais que moi j'ai fait un bilan perceptif et sensoriel avec toi et je sais que j'ai 3 mois pour mettre des choses en place. Et du coup, c'est pas facile et c'est pas inné, je tiens à le dire, même si c'est hyper intéressant et j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à que ça soit rentré dans mon quotidien de façon naturelle, sans réflexion, tout ça. Mais je dois dire que quand on est dans un schéma de fonctionnement j'allais dire inconfortable, parce que finalement ça l'est, parce que quand on s'interroge, je sais qu'il y a un inconfort qui est exprimé, mais du coup c'est pas quelque chose... Alors déjà ça demande une volonté, de prendre ses responsabilités aussi, en tout état de cause, et de connaissance, et une motivation, et d'être, j'allais dire, de persévérance, quoi, d'être persévérant pour justement être plus en harmonie. J'allais dire être mieux, aller mieux, mais c'est pas tant ça, c'est d'avoir un quotidien plus harmonieux, moins fatigant, et d'exploiter aussi nos capacités, parce que alors tu vas me donner ton avis, mais est-ce que tu penses que certaines personnes naissent avec des prédispositions sensorielles, j'allais dire hyper développées, notamment je pense au nez, dans les parfums, des personnes qui créent les parfums, etc., donc les nez. Est-ce que tu penses que c'est un don, une prédisposition naturelle, ou alors c'est lié aussi à un travail, j'allais dire un travail plutôt, à une connaissance, un apprentissage, une récurrence, etc. Alors, en fait, non. Voilà, la réponse est terminée, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, au niveau de la grossesse,
au niveau des gènes, des gamètes masculines et des gamètes féminines, quand ça se rencontre pour créer des cellules au départ, il y a des sens qui commencent déjà à arriver en fait. Sur le premier mois de grossesse, il y a le sens de la proprioception qui apparaît. Sur le deuxième mois, le vestibulaire. Sur le troisième mois, le tactile. Puis après, petit à petit, il y a le gustatif, l'olfactif, le visuel, l'auditif. Tout ça, en fait, apparaît au fur et à mesure de la grossesse. Ça, c'est pour tout être humain. D'accord. Après, dans la prévalence à des personnes qui ont une sensibilité, on va dire, naturelle, qui n'a pas été travaillée par une mesure professionnelle, mais vraiment naturelle, c'est hyper intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé à ce mois de grossesse-là. Okay. Parce qu'en fait, ça peut vraiment y jouer. Je vais prendre l'exemple d'une personne à qui j'ai fait aussi un profil perceptif. Et donc, c'est une personne qui n'est pas forcément dans l'hypra gustatif. Donc, quelque chose de le goût, elle mange, voilà, elle prend plaisir à manger, mais elle ne peut pas tout détailler au niveau gustatif. Je ne parle pas au niveau olfactif. Et en fait, il s'avère que cette jeune femme, in utero, a vécu le départ d'un jumeau, mais qu'ils étaient dans la même poche et ce jumeau était dans la poche. Okay. Donc on est sur un amas cellulaire qui reste là, qui n'évolue pas. Donc ça change le goût du liquide amniotique. Bien sûr. Et ben du coup, comme ça change le goût du liquide amniotique, qui n'est pas agréable, hein, parce qu'il y a quand même ce petit amas de cellules qui est quand même décédé, qui est figé et qui n'évolue pas, donc qui nourrit quelque chose d'assez mortifère, et ben elle n'a aucune appétence. D'accord. Un vrai plaisir à manger, même une purée de pommes de terre, ça peut être tellement bon. Ben elle n'a pas ce grand plaisir. Ok. Parce que rien que par rapport à ça, ça peut être une femme qui porte un enfant qui, d'un coup, elle a eu un petit rhume. Pas nécessité de prendre un médicament, mais juste un petit rhume. Ça a changé le goût et l'odeur du liquide amniotique et la densité du liquide amniotique. Donc tout ça a un impact sur, si ça change le goût, bah, notre goût à nous est altéré. L'odeur, bah, ça change notre odeur, mais du coup la densité change aussi notre rapport à notre corps. Comment il peut être enveloppé, comment il peut bouger, comment il peut se déplacer. Parce qu'un liquide amniotique qui est très très liquide ou un liquide amniotique qui est un peu plus épais, on n'aura pas du tout la même possibilité de se mouvoir dans le ventre. En fait, il y a beaucoup de corrélations avec la période in utero. D'accord, mais par contre, tu vois, on disait de Beethoven, alors je ne l'ai pas connu, hein, on disait de lui qu'il avait l'oreille absolue. Oui. Donc c'est une prédisposition génétique, ou alors il s'est passé quelque chose, tu vois, à tel mois de grossesse, ça on ne saura jamais, mais il y a quand même des gens qui ont un sacré don, alors je parle vraiment avec mon vocabulaire courant, non spécifique, ok. Il y a quand même des gens qui ont des dons, même après, bon, moi je suis mal placée dans le domaine du vin parce que en fait les gens le travaillent, le nez notamment et le goût. C'est les sommeliers, les meilleurs sommeliers, etc. Travaillent beaucoup ces sens-là, peut-être au détriment d'autres aussi, attention. Mais du coup, il y a quand même peut-être des gens qui sont nés avec des facultés plus, ou c'est vraiment lié à la grossesse et du coup, il y a eu compensation et tout ça. En fait, la période de grossesse permet la création de ces sens, de soi à soi, pour le coup, et de soi à la mère, forcément, parce qu'on entend son cœur et tout ça. Une fois qu'on sort, il y a des sens qui vraiment s'ouvrent. Okay. Le gustatif et l'olfactif s'ouvrent à l'extérieur, parce que notre corps s'ouvre à l'extérieur. Le tactile s'ouvre à l'extérieur. Le passage dans le bassin détermine aussi beaucoup de choses sur l'olfactif et le gustatif. Mais c'est aussi le tactile, c'est aussi le thermosensible. Enfin, tout ça est activé au moment du passage. Et après, par exemple, si on reprend ton exemple de Beethoven, tout sens peut vraiment être travaillé et développé. Beethoven, je ne le connais pas non plus. Attends, il avait que 5 ans. Hein. Exactement. Okay, ouais. Mais en fait, si tu vis si de base, tu es accueilli dans un environnement qui est joyeux, qui est agréable, où il y a beaucoup de musique, des variations de sons, des variations agréables, désagréables, et qu'on t'apprend à être à l'écoute de ça. Alors, je ne sais pas s'il a vécu ça, mais ça, beaucoup de personnes qui ont des oreilles absolues ou l'oreille parfaite, parce que ce sont deux choses différentes, ils ont vraiment été bercés, mais dans tous les sens du terme, en musique. Soit maman l'avait dans les bras et berçait en chantonnant des petits sons. En fait, rien que ça. Ou écouter beaucoup de musique enceinte, ou aimer ce côté, vous voyez
voyait la musique festive, l'enfant forcément aimera la musique. D'accord, ok. Et après, lui, il l'a développé parce que il a eu cet attrait pour ce magnifique piano et il a créé des choses. Après, Beethoven, comme des personnes qui ont des particularités qui ont été, je vais dire médiatisées, même si à l'époque ça n'existait pas, mais il y avait peut-être un journal local, hein. Peut-être. Mais si on prend Beethoven, si on prend Mozart, si on prend Einstein, si on prend De Vinci, c'est des gens où là, on est vraiment aussi sur des approches, on va dire, karmiques, donc de d'autres vies. Donc là, on passe sur d'autres aspects que la sensorialité simple. Et c'est des gens qui avaient une sensibilité particulière qu'aujourd'hui, on appellerait neuroatypiques. Ok. Parce que c'était des gens qui avaient un autisme, tout simplement, et qui, du coup, avaient une sensibilité pas plus accrue, parce qu'il n'y a pas de plus ou de moins, non, mais autre. juste voilà, autre, et qui vivaient complètement et pleinement leur sensorialité. Mais sans diagnostic, parce que ça n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale. Les diagnostics de cet ordre-là ont commencé à être créés, mais en tout cas, Beethoven avait sûrement, si aujourd'hui on devait faire les tests sur l'autisme, il s'avérerait être autiste, parce que certes, il savait jouer du piano, il était super, mais il n'était pas du tout réglé au niveau des sphincters, par exemple. Ah ouais ? À 5 ans, il lisait toujours sur lui. Parce que c'est pas sa priorité c'est faire de la musique. Et c'est le seul qui a créé une musique qu'on ne peut pas jouer seul, normalement. Lui, il a joué seul, mais normalement, ça se joue à 4 mains. Donc, tout ça, c'est vraiment il y a aussi la prévalence donc, génétique père-mère, parce que si on a un parent qui est musicien, à un moment donné, si on déteste la musique, il y a peut-être un travail à faire avec le parent. Mais en tout cas, il y a aussi des histoires d'autres vies. C'est pour ça que moi, je mêle aussi mes perceptions énergétiques. Mes perceptions énergétiques, oui, si je puis dire, dans les profils perceptifs que je réalise. Et je reviendrai juste sur un truc que tu as dit. Vraiment, pas de pression sur des choses à mettre en place. Quand on fait un profil perceptif et sensoriel, c'est 7 choses par jour à faire pour retrouver justement cette homéostasie, cet équilibre, cette harmonie en soi. Et il n'y a pas de pression, il peut y avoir des jours où on n'en fait pas du tout, et en fait, bizarrement, on en fait. La brosse à dents, si on doit changer notre brosse à dents, on l'utilise une fois. Il y a des gens qui se lavent les dents qu'une seule fois dans la journée, mais il y a des gens qui se lavent les dents 3 fois dans la journée. C'est déjà 3 choses de faites. D'accord. Il en reste 4. Finalement, pas tant que ça. Si c'est juste un gel douche à changer, on change le gel douche, ça fait 4. Et en fait, c'est 7 choses petit à petit. Quand les choses, on va dire, pratico-pratiques de la vie, que ça, on ne peut pas changer. Se doucher, le gel douche, il est là. Ou les gels douches sont là. Le rayon. Voilà. C'est arrivé chez une consultante qui en a acheté 6. Elle n'arrivait pas à choisir, elle en a acheté 6 différents. C'est comme cool. Ça répond à tous ses besoins. Mais rien que ça, en fait, la température de l'eau, le gel douche, la pression de l'eau, la brosse à dents, le dentifrice, si on rajoute la température de ce qu'on ingère le matin, si on prend du chaud ou du froid en tout premier dans la bouche, si on rajoute le style de vêtements, si ça va être des vêtements amples ou serrés, et ça y est, on est déjà à 7. D'accord. Rien que ça, en fait, c'est déjà 7 choses qui sont... C'est vraiment, il en faut minimum 7 pour amener la rééducation perceptive et sensorielle. Donc si déjà il y a ça qui est instauré naturellement, là on peut aller rechercher dans toutes les petites astuces que j'ai pu mettre dans le bilan et rajouter petit à petit et que ça devienne vraiment un confort de vie. Et pas de pression. En fait, c'est vraiment aller vers un confort de vie. Si c'est 10 ans, s'il faut 10 ans, il faut 10 ans. Mais c'est comme tu disais, c'est un engagement avec soi. Si on a envie de se sentir bien. Parce que, oui, en fait, tout ça, si tout le monde était... Ça, je vais vers quelque chose de très vindicatif, mais si tout le monde connaissait sa façon de percevoir sur l'instant T et répondait à tous ses besoins, il y aurait vraiment une meilleure harmonie dans le quotidien et ça limiterait vraiment la surcharge. On peut faire du 9h-18h et être très très bien physiquement, travaillant dans un bureau, derrière un ordi, si tous nos besoins perceptifs sont remplis. Oui, tout à fait. Et pas être fatigué, pas être surchargé émotionnellement, pas être épuisé. Parce que si vraiment les besoins perceptifs sont répondus, il n'y a pas de problème en fait à faire des métiers de cet ordre-là.
Et ça limiterait aussi beaucoup, à mon sens, je dis pas que ça révolutionnerait, mais ça limiterait pas mal de burn-out, professionnel ou familial ou familial. Ouais, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui soient faits pour le 9h-18h, mais ceci est un autre sujet. On est bien d'accord. Ça, mais en tout cas, c'est pas être fait ou pas fait, mais en fait, on peut s'y Oui, accommoder. tout à fait, exactement. Oui, oui. Plutôt ça. C'est on peut s'y accommoder et bien le vivre, parce qu'il y a des gens, changer de métier, c'est pas dans leur Mmh. vision de pensée, voilà, c'est propre à chacun. Puis il y en a qui aiment bien, c'est très structuré en même temps, vers 9h-18h, c'est très structuré, c'est très rassurant, même s'ils sont dans une zone inconfortable, mais en tout cas, c'est très structurant. Mais ils peuvent s'y accommoder parce que tout le reste est répondu. Mmh, c'est hyper intéressant et je te remercie parce que du coup, ça non mais ça permet d'extrapoler plein de choses dans notre quotidien, nos réflexions, pour nous-mêmes, pour, nos proches, nos enfants si nous en avons, c'est mais bon, c'est pas évident de jauger avec ses propres émotions déjà, d'essayer d'être harmonieux et en plus d'avoir le déversement d'émotions, j'allais dire, chez l'enfant notamment. C'est pas évident d'accompagner ça. Là, je parle en mon nom propre. Hein, déjà de faire face à ses propres émotions et des fois qui débordent ou pas forcément gérer au mieux. Et d'apprendre à nos enfants à surfer sur les vagues des émotions. C'est pas un job facile, en tout cas. Mais c'est pas faux, là, ça me donne des idées pour rentrer dans le sensoriel pour répondre à des frustrations ou des colères, des choses comme ça. Ça peut être, ouais, ça peut être Et chouette. Hein. c'est les enfants, c'est les meilleurs maîtres Ouais, pour tout à nous fait. montrer, nous, comment on peut gérer les choses. Mais en fait, un enfant qui vient d'être frustré, une odeur peut le rassurer. Hmm, Un objet peut le rassurer. Bon, il y a le doudou, c'est classique, mais si c'est maman qui l'a fâché ou papa qui l'a fâché, le doudou, c'est pas le premier objet qu'il voudra, d'accord. forcément. Mais ça peut être une odeur, ça peut être une musique, ça peut être une texture qui peut l'apaiser, qui peut temporiser ça. Quand on Hmm, a un sens qui d'un coup est extrêmement haut ou un canal perceptif qui est très haut, et ben on va aller stimuler celui qui est très bas d'accord. pour justement retrouver l'équilibre et l'harmonie dans tout ça. Et l'équilibre, l'harmonie, c'est pas 50-50, ça peut être du 70-30, clairement, ou du 20-80, mais que ce soit équilibré en soi, que ce soit harmonieux en soi. Hmm, Et en fait, c'est trouver un autre truc. Et l'enfant est très... il a une plasticité cérébrale qui est très importante, donc il est très facilement réajustable dans son bien-être à lui. Il faut juste trouver, mais pour vraiment trouver ce qui est bon pour notre enfant, c'est aussi s'autoriser à dire, là, je vais peut-être ouvrir à distance, parce que chez les enfants, on y va doucement, mais ouvrir un petit flacon d'huile essentielle, mais à distance. hmm. Et juste cette petite odeur, en fait, il ne vivra pas la même frustration juste par cette odeur. Ah, c'est Ça vrai. peut être une petite musique, ça peut être voilà, que dans sa chambre intime, donc la chambre, euh, il est un petit truc de musique avec certaines musiques qu'il peut écouter, qui vont l'apaiser. Ça peut être regarder une image, regarder quelque chose. Ah, regarde, il y a un oiseau dehors, pouf, ça redescend. Ah, c'est Parce vrai. qu'on va utiliser un autre sens. Hmm. C'est juste ça. Moi, c'est ce que Quand on est j'essaie de faire. frustré, c'est corporel. Quand on est Hmm. frustré, c'est purement corporel. C'est très vestibulaire et proprioceptif, du coup. Donc là, il faut stimuler tous les sens qui sont au niveau de la tête, soit le visuel, soit l'olfactif, et pas cumuler non plus, parce qu'on va surcharger les autres sens. Du coup, on va décharger trop celui qui a été impacté, parce que ça lui permettra vraiment de comprendre que oui, il a été frustré, oui, c'est interdit de sauter de la table en étant debout dessus, parce que c'est dangereux. On est d'accord. C'était une expérience qu'il avait envie de faire, mais ça peut être dangereux, surtout quand c'est du carrelage, tu es en chaussettes, tu vas glisser, tu vas te faire mal. On sait, on anticipe beaucoup pour les enfants, c'est normal, ils ont besoin d'expérimenter, mais ils anticipent beaucoup. Et c'est lui apprendre ça et lui dire, en fait, si tu veux sauter, moi je suis là. Mais en fait, là, si tu le fais tout seul, tu vas te faire mal, tu vas Hmm. pleurer. Du coup, tu auras mal dans ton corps. Et par contre, là, tu as sauté, tu as mal dans ton corps. Et ben moi, je te propose une odeur qui va te faire du bien. Je te propose euh, une eau aromatisée, Hmm. un goût qui va être réconfortant. Je ne parle pas sirop, hein, vraiment Bien sûr. Ouais. d'aromatisation. Ça peut être donc, de l'hydrolat, par exemple, mais ça peut être musique. Quelle musique là tu as envie d'écouter? Ils vont D'accord. pleurer, il peut dire non à plein de choses. S'il dit non à plein de choses, on teste. Parce qu'à un moment donné, on va trouver la musique qui répondra à la frustration du moment, ou l'odeur, ou le goût. Voilà. En fait, c'est d'arriver à calibrer pour que l'enfant puisse comprendre comment il fonctionne perceptivement et sensoriellement.
Et le parent aussi, du coup. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous donner là à chaud 3 conseils pour mieux vivre en harmonie avec nos sens? Euh, les ressentir. Ça, c'est le premier. Et du coup, les ressentir, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Alors, c'est pas à l'écoute de son corps, de il faut manger des fruits, des légumes avec telle vitamine, machin, ceci, cela. C'est en fait, quand on est à l'écoute de son corps, c'est qu'on sait où est son pied, dans quelle position il est mis et qu'il va bien. Juste ça. Puis après, c'est aussi le tibia, c'est le genou, c'est la cuisse, c'est le bassin. Et en fait, c'est monter au niveau du poids. Donc vraiment, on est à l'écoute dans son besoin. Si on est sur aussi par rapport à des choix de vêtements, c'est en fait quand on ouvre la penderie, qu'est-ce qui nous vraiment nous adoucit en soi? Qu'est-ce qui du coup nous ferait du bien? Là aujourd'hui, en fait, moi j'ai besoin de quelque chose qui est doux, donc je vais mettre du doux. J'ai besoin de quelque chose de coloré parce qu'en fait je me sens un petit peu chafouin, donc je vais mettre de la couleur aujourd'hui parce qu'en fait je sais que la couleur, moi, ça me dynamise. Parce qu'à chaque fois que j'ai mis de la couleur, en fait, j'étais bien. Mm. Et c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, d'arriver à se regarder et pas se regarder que l'instant T. C'est l'instant T et toutes les fois où on a été un petit peu déprimé et que du coup on a mis de la couleur Ok. instinctivement. C'est vraiment être à l'écoute de ça. Euh, Et en fait, ça répond un peu à ces 3 traits, mais être à l'écoute aussi de quand on est avec plein de gens. Mais quand je dis plein de gens, des fois 2 autres personnes, c'est plein de gens. Bien sûr. Mm. Parce que si on a Mamie Josette avec son Chanel numéro 5 là, qui peut sortir très très fort, parce que Mamie Josette, elle en met beaucoup, 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 beaucoup. Elle a des bracelets qui font du bruit, Mm. et elle parle peut-être très fort, ou elle met un rouge à lèvres très très rouge, par exemple. Tout ça, là, c'est de l'hyperstimulation. Et c'est pas qu'on n'aime pas Mamie Josette. C'est juste qu'en fait, tout ça, là, ça fait beaucoup pour nous. Et c'est de se rendre compte que si on n'aime pas Mamie Josette, on va dire, par rapport à toutes les odeurs, les bruits, et qu'elle fait des bisous qui font des trucs bizarres, et tout ça sur notre corps, parce que quand on est enfant, on a toutes ces perceptions et ces sensations-là, et ben, c'est de se rendre compte, chez elle, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, quand je suis avec tel collègue, c'est pareil. Il y a un truc qui va pas. Mm. En fait, elle a un gros rouge à lèvres. Et en fait, c'est juste parce que c'est trop. Si je parle avec quelqu'un qui a un gros truc rouge, ben, je vais plus la regarder que de l'écouter. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment d'arriver à avoir un petit pas extérieur à côté et de s'auto-observer, finalement. C'est s'observer de l'intérieur, mais aussi s'observer de l'extérieur, de voir comment on réagit avec les uns, les autres. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ça et puis d'essayer. Moi, je trouve que c'est un jeu aussi, les sens, et de se dire, là aujourd'hui j'ai envie de dynamisme, j'ai envie d'être stimulé, je vais prendre une brosse à dents à poil dur, je vais tester ce que ça fait. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, oui. En fait, qu'est-ce qu'on risque? Vraiment, Ouais. c'est surtout qu'est-ce qu'on risque? À part se faire du bien. Mm. Et ça permet de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du bien, parce qu'il faut essayer. Certes, il y a le bilan perceptif et sensoriel qui donne énormément d'informations sur qui on est, comment on fonctionne et comment répondre à nos besoins dans le quotidien pour que les besoins internes soient répondus. Mais essayez. On sait que si on mange tel aliment qui est cuit de telle façon, on préférera d'une autre façon. C'est parce que ça doit sûrement répondre à quelque chose au niveau tactile dans la bouche. C'est juste ça. Et en fait, Mm. c'est d'essayer plein de trucs, d'expérimenter des nouvelles choses aussi. De cuire autrement, de boire une boisson d'un goût qu'on ne connaît pas, d'expérimenter. La vie est un jeu, de tester. Après, on peut tester. On est le matin, on est agacé, on met un pull qui gratte. Nous, on va le savoir, mais l'environnement aussi. C'est clair. Et ça sera peut-être juste parce que vous êtes agacé, parce que vous avez mal dormi le matin. C'est parce qu'en fait, au niveau tactile, c'est encore une agression. Vous avez mal dormi, c'est une agression. Vous avez peut-être fait un cauchemar, c'est une agression interne. Et en plus, vous mettez un pull qui gratte, c'est une agression tactile. Les gens ne me parlez pas. Je vais être agressive. Parce qu'en fait, je m'auto-agresse finalement. Ah, Et on ça, est très très fort pour se faire du mal. Mm. Et là, c'est réapprendre à se faire du bien. Mais il faut jouer, il faut tester. On déplace bizarrement, on parle du feng shui, les meubles, comment ils sont positionnés, mais ça joue énormément. Mm. Un meuble qui arrive sous une fenêtre ou un meuble qui coupe un mur en deux, c'est pas du tout le même effet visuel. D'accord. Et du coup, tactile, perceptif, n'est pas du tout pareil. Et parfois, il faut couper les murs avec des meubles à demi-plein. Et parfois, il faut des grands meubles, parce que comme ça fond dans la pièce. Et des fois, il ne faut pas de meubles sur ce mur-là. Parce que c'est un mur que, au niveau de nos déplacements, en fait, c'est pas OK. Dans notre maison, il y a des murs où, bizarrement, il n'y a rien dessus. On ne sait pas pourquoi. Mm. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infos. Souvent, les murs qui sont collés aux fenêtres, quand on a des baies vitrées, les murs qui sont vraiment juste à côté des fenêtres, très souvent, c'est soit des petites touches de déco,
Mais il y a rarement un gros meuble, parce que la fenêtre, c'est déjà énormément d'informations. On voit tout ce qu'il y a dehors. Et du coup, il y a différentes thermiques aussi autour d'une fenêtre, ce qui est tout à fait normal. Et très souvent, il y a le radiateur près d'une fenêtre. Et ben en fait, il n'y a rien d'autre, parce qu'il y a déjà des choses qui sont répandues et qui sont déjà faites au niveau stimulation. Donc on va rajouter une bibliothèque avec plein de bibelots, des fleurs dessus et plein de bouquins différents, de formes différentes, rangés dans tous les sens. Et ça peut être très joli, ça c'est pas le souci. Et juste en fait, ça nous fera trop. Et c'est vraiment propre à soi. Ouais, c'est vrai. Du coup, je regarde ma maison, je me dis, ouf, il va falloir faire du tri. Promenons-nous à Ikea. C'est le truc le plus... c'est peut-être très bête, mais promenez-vous à Ikea. Ils ont plein d'exemples de cuisine, de chambre et tout ça. Et en fait, ça vous permet de voir quel type de couleur, quel type de disposition vous fait du bien. Même si Ikea, il y a plein de monde et c'est pas agréable. Mais juste, si on pouvait avoir Ikea pour nous tout seuls, on se mettrait dans chaque espace. Ça permettrait de ressentir et de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et c'est pas ce qui fait du bien à notre tête, qu'est-ce qui fait du bien dans nos tripes. C'est vraiment intérieurement et émotionnellement. On se sent bien ici, c'est super. Et bah ok, on y va. Ouais, c'est tellement vrai. Ouais. Allez, change tout. Là, par contre, il faut un gros budget. Là, c'est clair. Mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure, c'est de se rendre compte de choses. Des fois, c'est juste un meuble, il faut juste le changer de place ou juste lui donner une autre couleur ou mettre autre chose dessus. On peut avoir des meubles où on met naturellement des bibelots parce que c'est une console d'entrée et on met facilement des bibelots. En fait, si on retirait les bibelots et que on mettait, je sais pas moi, ce qu'on dépose, nos clés, ce qu'on dépose. Donc, on dépose la voiture, on dépose le sac de travail, on dépose les choses, et ben, c'est l'endroit où on dépose. Ben, si on dépose à l'entrée, et ben, on dépose à l'entrée. Il faut que ça soit que déposé à l'entrée. Donc oui, ça peut être un budget, parce que des fois, il y a des choses qui coûtent cher, mais il n'y a aucune obligation. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui est semblable à. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, top, trop bien. Est-ce que tu as, toi, une Madeleine de Proust? Bon, alors, je suis gourmande, donc j'ai un paquet de Madeleine de Proust. Mais moi, j'ai mes petites odeurs réconfortantes. Donc moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles pour tout l'aspect psycho-émotionnel énergétique. Donc j'utilise en soins énergétiques, mais aussi pour moi. Et suivant mon état émotionnel, c'est sentir voilà, une huile essentielle. C'est manger telle chose. Et de ne pas culpabiliser de manger un aliment je mange mes émotions. Non, tu les manges pas en fait. Juste adoucis tes émotions. Oui, c'est pas grave de manger du chocolat. Est-ce que c'est grave en soi? C'est la quantité, on est bien d'accord. Voilà, si on mange 12 tablettes d'un coup, c'est pas cool. Mais en fait, et parfois, se faire du bien, c'est juste remplir l'espace bouche. Donc, faut mettre des aliments. Oui, au niveau gastrique, ça sera pas top. Mais en fait, c'est d'être à l'écoute de ça. En fait, là, au niveau de la bouche, j'ai besoin d'être stimulée, en fait. Donc, je vais mettre plein de choses, de textures différentes. Voilà. Donc, moi, j'ai différentes madeleines de Proust sur tous mes sens. J'en ai plusieurs suivant mes sens, parce que je suis très à l'écoute aussi émotionnellement de ce que ça fait. J'ai différentes huiles essentielles, mais liées à différentes sensations et émotions internes. Je prendrais facilement telle huile essentielle quand j'ai besoin d'un petit câlin, quand j'ai besoin d'être dynamisée, quand j'ai besoin d'être stimulée, quand j'ai besoin de m'endormir, d'apaiser mon corps. Enfin, voilà, j'en ai différentes et c'est vraiment... j'ai testé. En fait, il y a beaucoup de choses que moi, j'ai pas eu cet accompagnement que je propose aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait que de l'essai, que des essais et de me dire, ah ça, non, pas du tout. Puis bon, j'ai retesté 2-3 fois parce que on est différents chaque jour. Donc, des fois, c'est toujours pas du tout. Hein. Donc non, toujours pas du tout. Et il y a des choses, oui, en fait. Il y a des choses, ça fait du bien. Et là, moi, j'ai vécu il y a quelques temps un gros revirement de vie à partir sur un autre continent. Donc, je suis partie avec le minimum de choses. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, quand je vivais encore en France, j'avais à peu près 50 thés différents. Parce que j'aime ça. J'aime le goût différent, la subtilité des goûts des thés et tout ça. Aujourd'hui, j'en ai que 3 différents. D'accord. Et en fait, parce que j'ai pas besoin d'autant. En fait, je me rends compte que je cherchais beaucoup à stimuler ma bouche par le thé. Parce que déjà, c'est une boisson moi, que je bois tiède-froid, mais le tiède-froid a un impact, en fait, suivant la température des choses, ça a des impacts sur toi. Donc, moi, je buvais mon thé tiers-froid et très infusé, parce que j'avais besoin d'intensité au niveau de la bouche. Aujourd'hui, je le bois toujours tiède-froid, mais beaucoup moins infusé, et beaucoup moins de variété. Parce que finalement, j'étais dans l'hyperstimulation quand je vivais en France, mais parce que j'avais
ce besoin au niveau des tripes de partager beaucoup de choses, mais qui ne se mettait pas en place concrètement voilà, au quotidien, dans ma vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, j'arrive davantage à parler de ce que j'avais envie de partager, j'ai moins besoin de remplir ma bouche. Donc, j'ai moins besoin de variété de thé. Et c'est pas que j'ai pas l'espace pour le ranger, ou que j'ai pas le budget pour l'acheter, ou que j'en ai. Juste, j'ai plus ce besoin de remplir comme ça parce que je remplis autrement. Bien sûr. J'utilise mon sens autrement. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Ça m'a permis de. Faut tester, faut expérimenter, faut se rendre compte de quand on mange un plat, si on est tout seul face à son assiette, comment on se sent à l'intérieur quand on mange ce plat qu'on aime bien. Si on repart sur une purée de pommes de terre toute simple, classique. Comment je me sens quand moi je la mange? Comment je me sens quand je la mange avec tel collègue, avec qui j'ai de l'affection? Si c'est avec juste une simple collègue, si c'est avec une amie, si c'est avec mes parents, si c'est avec mes enfants, si c'est avec mon mari ou ma femme, tout ça, en fait, c'est comment on se sent dedans. Donc, c'est vraiment d'être en conscience, d'expérimenter. Comment juste on se sent quand on sait qu'on va manger cette bonne purée qu'on a préparée. Et comment on l'a préparée. Comment on se sent émotionnellement quand on fait cette purée. Si on est agacé parce qu'il faut aller vite, on va faire une purée, machin, il reste des patates, on va les mixer, on va mettre un petit peu de lait ou de crème, voilà, suivant les... Et je ne rentrerai pas dans les débats culinaires. Beurre salé ou beurre doux? Muscade ou pas, voilà, tout ça, c'est propre à comment on souhaite cuisiner et qu'on aime cuisiner. Épices, pas épices, désert, tout ça, enfin bref. Et si on part juste sur de la patate toute simple, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien, comme ça, il y a zéro débat, il n'y a que de la patate. Si, la variété de patates. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais du coup, si on part juste sur une purée, en fait, si on est agacé parce que on n'a pas le temps, parce qu'on a été en retard, pour X raisons, en fait, il nous restait des patates, bon, je vais faire ça vite fait. Si vous faites ça vite fait, vous en mangez une partie, et le vite fait, vous en remangez plus tard, alors vous êtes dans un besoin d'être tranquille, parce que là, aujourd'hui, c'est une petite journée de chill, de pépère, et qu'on mange cette purée speedou, on ne l'aimera pas pareil. Et c'est pas parce que ça aura changé, parce qu'on l'aura réchauffé ou quoi que ce soit, juste au moment où on l'a préparé, c'est pas du tout la même chose. Mais tu sais, je fais un corollaire qui n'a rien à voir, mais avec le vin, c'est pareil. Le vin que tu vas partager sur une grande tablée avec des amis, tu passes un super bon moment, et tu vas vachement l'apprécier. Par contre, souvent, parce que là je parle d'expérience personnelle, tu vas pouvoir, du coup tu en rachètes ou tu le retrouves et tu l'achètes, et tu vas le déguster dans un autre contexte. Et ce vin-là n'aura pas du tout la même saveur, l'impact émotionnel, le souvenir, la mémoire sensorielle, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que j'essaie souvent d'exprimer quand je donne des cours ou lors de mon club de vin ou quand je transmets, c'est que vraiment un vin, on va l'apprécier parce que déjà on sait, on apprend à reconnaître et à se faire confiance en termes olfactifs, gustatifs, visuels, bien évidemment, etc. Et en plus, ça va être tout le moment associé ou alors le moment à l'instant T ou alors le souvenir que cela va conférer. Par exemple, souvent, moi, je prends l'exemple, quand on sent, je sais pas moi, du Cabernet Sauvignon, par exemple, je vais faire appel à la mémoire sensorielle quand on était enfant, ou alors juste des fruits d'été, ou alors, voilà, vraiment de dire, tu vois les mûres, une tarte aux mûres, voilà. Là, tu imagines la tarte aux mûres, donc il y en a certaines personnes qui vont le sentir dans leur mémoire sensorielle, d'autres qui vont le goûter. Ou alors ça va avoir vraiment le côté corporel de réconfort parce que c'était la mamie, etc. Et donc elles étaient dans la cuisine. Et de faire appel à la mémoire sensorielle pour apprécier un mets, je trouve ça hyper intéressant. Ça ouvre un champ des possibles et c'est hyper subjectif. Et les gens, ils ont du mal avec le subjectif. Parce que on se fait, comme tu disais tout à l'heure très justement dans tes conseils, c'est qu'on se fait plus forcément conscience, on s'écoute plus forcément ce qu'on ressent nous vraiment à l'intérieur. Et donc là, oui, je comprends parfaitement ton corollaire avec la purée de patates, parce que effectivement, un plat préparé avec du temps, de l'amour, entre guillemets, alors c'est l'expression commune, mais généralement, les gens vont le ressentir, cet amour-là, dans ton plat. Sauf tes enfants ingrats, alors que tu as passé du temps à faire une nouvelle recette, et tu vois, l'histoire de la compote, je peux te donner un exemple très factuel. Moi, mon papa, il fait la compote à la maison, c'est son truc, il fait rien d'autre, il fait la compote. Mais c'est son dada, et donc je sais que quand il y a une compote qui chauffe à la maison, ça me rappelle mon papa. Mais du coup, j'en fais parfois à la maison. Et sauf que non, elles veulent des pommes potes, tu vois.
Parce que elles sont pas, pour elles, c'est pas bon comme compote. Mais parce que c'est pas leur mémoire, c'est pas leur sentiment, c'est pas, tu vois. Et les enfants, en fait, ça se voit d'être tout petit. Quand commence à apparaître la diversification alimentaire, quand ils goûtent, le parent réagit. Ouais, c'est vrai. Ou l'enfant va le regarder pour avoir réaction. Donc en fait, lui, il va apprendre ses émotions comme ça. Ouais, c'est vrai. Si on lui donne un truc qu'on met à côté, parce que On voilà, il va surveille goûter quand pour la même. quand même, il va être là à côté parce que c'est la première fois qu'il va manger un aliment, que ce soit avec les mains, que ce soit en purée, peu importe. Mhm. Mais vraiment, juste, il va découvrir un nouvel aliment. Soit l'enfant va regarder son parent, parce qu'en fait, son parent a toujours été là dès qu'il découvrait un nouveau truc. Ouais, c'est Donc, vrai. il va le regarder pour avoir approbation. Comment je dois réagir? Donc, je vais aimer. Parce que le parent, oh, il aime trop la purée de patates. Ça se trouve pas du tout. Hein. Mais C'est pour vous vrai, non, faire c'est vrai. plaisir, en fait, il va en manger. Parce que vous étiez heureux qu'il en mange. Mhm. Et donc, en fait, il va apprendre à découvrir ses émotions et du coup les sensations que ça fait par l'intermédiaire du parent, ce qui est tout à fait normal. Euh, et l'enfant est très lié émotionnellement à son parent jusqu'à 9-12 mois. Ouais, tout à fait. Voilà, donc forcément, si en face, le parent lui donne la purée traditionnellement, parce qu'il donne de la purée comme ça, sans y mettre d'émotion, bah, l'enfant, il va la manger comme ça, sans y mettre d'émotion. Que s'il y a le parent qui va prendre plaisir, même si l'enfant ne le voit pas, mais qui va prendre plaisir à cuisiner toutes ces petites purées, faire des petites boîtes qu'on met de côté au congélateur, qu'on ressort comme ça, il va goûter dans des petits bacs à glaçons, tout ça, qu'il est là à côté, regarde, je t'ai fait ça. Si on y met tout ça, toute cette tendresse aussi du parent vers son enfant, ben l'enfant il va pouvoir prendre plaisir à le manger. Et pour faire plaisir à son parent, c'est normal, parce qu'en même temps, même s'il n'a pas cette notion-là, mais en même temps, il a mis du temps à réfléchir, à remplir ses petits bacs à glaçons, à ses petits pocos, ses machins comme ça. Et en même temps, ça fait plaisir à notre parent qu'on mange. On va prendre plaisir à manger. Mhm. Et après, on voit les enfants. Au départ, ils vont le test du citron. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet comme ça. L'enfant, il est hyper content de prendre le citron parce qu'on lui a donné ce qu'on était super content, vas-y. Puis, c'est pas bon. Ben oui, parce que d'un coup, sa réaction à lui va réagir. Mais il faut que ce soit un truc fort pour que ce soit sa propre Ouais, tout à réaction. fait. Il est tout petit. Parce qu'il y a des gens qui adorent croquer dans les citrons, en fait. Et Ouais, ça ma les... fille. Maintenant, on pensait faire la Exemple. blague et en fait, pas du tout, elle a Voilà. kiffé. C'est ça. Et en fait, c'est aussi voir est-ce que c'est une notion blague ou est-ce que c'est un apprentissage. Moi, c'était plutôt, bah, après, tu me connais aussi, nous, on est dans Voilà, l'apprentissage. oui, Hmm. ouais, c'est un apprentissage. Et la blague n'est pas toujours mauvaise. L'intention de Ouais, fond, c'est n'est pas humiliation, ouais. Ouais, tout à fait. voilà. Mais parfois, ça peut être aussi, on aime trop voir les enfants faire les grimaces avec le citron. Hmm. Ça, c'est propre à chacun, Oui, mais ce en que tu fait. dis, Je ne jugerai pas là-dessus. c'est très juste ce que tu dis, en fait, pour résumer, ce serait vraiment le pouvoir de l'intention dans tout ce que tu fais, en fait, et aussi bien sous la douche, entre guillemets, si je pouvais résumer nos échanges, et je le ferais pas, mais voilà, c'est l'intention qu'on va mettre dans nos gestes quotidiens, dans nos actions quotidiennes, qui va avoir de l'importance, et comme tu disais, cette reconnexion à nos sens, qui est primordial, sauf que généralement, on attend que ça déborde pour mettre le focus sur qu'est-ce qui a été dysfonctionnel ou pas. Et puis voilà, ce que tu dis très justement dans la nourriture est tellement juste de dire, bah oui, là j'ai envie de me faire du bien, de me remplir la bouche, bah oui, je me fais du bien avec quelque chose de doux, réconfortant. Et pour moi, à ce moment-là, ça va être du chocolat, mais ça peut être du citron pour certaines personnes ou un thé astringent pour d'autres. Mais faut pas culpabiliser. Mais en fait, il y a tellement d'injonctions sociétales, familiales, co, que du coup, tu es un peu entravé. Et c'est vrai que on laisse pas forcément libre cours à nos émotions, à leur gestion. Alors, j'aime pas trop, mais à leur harmonisation plutôt. Et en passant surtout par le sensoriel. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on va penser en premier, d'aller voir justement harmoniser les sens, quoi. Complètement, Mm. parce que comme tu dis, il y a toutes les injonctions, il y a les croyances aussi, Oui, tout à fait. on associe beaucoup la particularité sensorielle aux autistes, mais il y a beaucoup de personnes autistes qui Bien n'ont sûr. pas de perturbateurs sensoriels en fait. Parfois on est très perturbé, parfois on ne l'est pas, et c'est propre à chacun, et c'est pour ça que tout humain a des sens en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, tout humain a des sens. Donc bah, tout le monde peut retrouver une harmonie de vie juste en équilibrant ses sens et ses perceptions. Mais c'est jusqu'où on veut aller pour soi, même si autour de soi, on ne comprend pas.
même si il y a les injonctions sociétales, familiales, l'éducation, la culture, les religions, des choses comme ça, tout ça rentre en ligne de compte dans nos sensations, dans nos perceptions. Parfois, c'est une lutte de les comprendre, de faire ça pour soi, d'apprendre à se connaître. Ça peut être une lutte, ça peut être une guerre, ça peut être notre jardin secret, de se replier. Mais tout ça reflète aussi comment vous avez grandi, en fait. Si pour être vous-même, vous deviez vous enfermer dans votre chambre, et ben ça sera quelque chose qui sera secret, d'apprendre à se connaître. Bien Parce sûr. que, en fait, faut pas être soi, on n'a pas le droit. Si on devait s'exprimer, on a grandi on était au milieu de la pièce et on pouvait faire tout ce qu'on voulait, les spectacles devant la famille à Noël, danser toute la journée, chanter tout ça, on pourrait être quelqu'un d'hyper extraverti, à toujours dire ses émotions, toujours dire que ça va pas. Mais est-ce que c'est OK pour l'environnement extérieur de toujours savoir que ce qu'on dit, c'est nul, que c'est agressant, que c'est qu'on pue parce qu'on sent trop fort tel parfum ou telle odeur ou machin? C'est pas agréable non plus. Et en fait, c'est comment on calibre tout ça et comment on accompagne. Et à la suite du bilan perceptif, je fais l'accompagnement. Donc, ça peut être tous les 15 jours minimum s'il y a des gens qui ont besoin tous les 15 jours. Ça peut être une fois par mois, tous les 2 mois, ou aux dates clés, donc 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Ça peut être comme ça c'est propre aux besoins de la personne. Parce que c'est un instant T qui va être modulé, donc ça va amener des impacts derrière. Mais en fait, derrière, dans mon accompagnement, il peut y avoir l'accompagnement classique, si je puis dire, on échange pratico-pratique du quotidien, de la vie, de comment on ressent les choses, mais je peux aussi faire des accompagnements énergétiques. De toute façon, moi, tout est lié, tout se fait ensemble. Donc moi, j'utilise mes perceptions. Après, je ne fais pas forcément une séance énergétique si la personne ne veut pas de séance énergétique. Moi, j'utilise mes perceptions pour comprendre, pour analyser et aider la personne à s'harmoniser. Mais ces accompagnements sont aussi importants pour justement se réajuster tout le temps. Quand on a vécu un extrême, l'humain souvent visite l'autre extrême avant de retrouver son équilibre. Mais ça s'accompagne parce que ça a des conséquences en fait. Quand on se développe soi-même, ça a des conséquences. Parce que on va mieux, la vie est géniale, on est heureux. Comment ça, t'es heureux? Et la société, quand tu arrives le matin au travail, ah bonjour, comment ça va? Si on dit ah ça va super, voilà, ça s'arrête là. Ah ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive machin? Parce qu'on préfère les choses qui sont marquantes, les choses qui sont traumatisantes, les choses qui sont difficiles, les choses qui sont violentes, douloureuses, parce que ça fait parler. Au journal télé, c'est que ça le journal télé. Parce que au moins on en parle et comme ça nourrit quelque part ça. Ouais, tout à fait. On a le droit aussi de nourrir que ça va. Ouais, tout à fait. Hyper bien dormi parce que c'est notre mari qui nous a fait notre repas ce midi et on est trop content, il nous a fait un truc à manger et voilà, parce que hier j'ai passé le balai, ma maison était super propre, c'était hyper satisfaisant. Des trucs tout bêtes en fait. Oui, Ça, c'est ça vrai. fait tellement de bien, ça fait tellement de bien en soi. Mais c'est jusqu'où on est prêt à s'engager pour soi-même en fait. C'est Propre de chacun, dans la durée de chacun et dans les besoins de chacun. Et il n'y a aucune pression, aucune urgence de quoi que ce soit. Et si on est dans l'urgence de quoi que ce soit, là, on va aller travailler ça, parce qu'on ne devrait pas être sous pression et dans l'urgence de quoi que ce soit. On a toute notre vie devant nous et c'est un apprentissage, la vie. Donc, comprendre ses sens, comment on fonctionne, c'est un apprentissage aussi. On peut avoir des astuces, des clés, mais on peut le faire en manière robot, mais on peut le faire aussi en étant à l'écoute de effectivement. Quand j'utilise la brosse à dents en bois à poil dur ou quand j'utilise en plastique à poil dur ou si c'est électrique à poil dur, on n'aura pas du tout la même chose au niveau de la bouche. Donc ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences émotionnelles et du coup corporelles. Mais c'est testé. Après, il ne faut pas avoir non plus 25 000 brosses à dents différentes. C'est pas tout acheter de plein de façons, de plein de quantités différentes pour justement dire ah, elle a dit, il faut essayer. Donc, je vais avoir plein de brosses à dents, de marques, de textures. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a aussi la réalité dentaire. Enfin, si votre dentiste il conseille plus du poil doux, médium ou dur, il faut aussi écouter le dentiste. Enfin, à un moment donné, le dentiste, il a son savoir dentaire, il connaît son métier, donc il peut répondre à ce besoin que nous, on ne mesure pas, parce que ce n'est pas notre métier. Et après, voilà, s'il a dit poil mou, ok, poil mou, mais bois, plastique, légèrement siliconé, est-ce que c'est électrique, manuel? Tout ça, en fait, ça rentre dans... c'est dingue, parce que du coup, j'étais en train de me projeter, moi, dans le rayon et de me dire, mais c'est vrai que je prends pas de grands risques en termes de brosse à dents. Allez, essayons. Tous les 3 mois, il faut changer sa brosse à dents, donc du coup, j'essaierai. Ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup Priscilla pour tout cet échange hyper intéressant, ouvrant plein de possibles et justement, comme tu disais, le chemin, enfin,
la vie, de tester, de s'amuser, de déconditionner et vraiment de se reconnecter. En fait, c'est vraiment ça que je retiens aussi, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je ressens moi et pas via le prisme de quelqu'un. Est-ce que ça me fait plaisir à moi? Est-ce que ça me fait du bien à moi? Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges et j'espère vraiment que vous aurez plaisir à écouter ce podcast et à le réécouter, à le partager parce que je pense que il est temps de prendre ses responsabilités et de se reconnecter à ce que l'on est vraiment. Bah, merci aussi à toi, Marie-Astrid, pour ce moment passionnant. Bon, je suis passionnée, donc passionnant. Et je dirais un petit truc, c'est vraiment croyez en vous, parce que c'est vraiment la seule personne qui pourra le faire, c'est vous. Donc croyez en vous et en ce que votre cœur vous dit, en fait. Et vos tripes, surtout. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.